Le lieu de travail des années 70 était un monde entièrement différent. Il n'y avait pas d'email à vérifier, pas d'agent de sécurité qui planait, et certainement pas de télétravail en pyjama. C'était physique, c'était exigeant, et cela a façonné toute une génération. Aujourd'hui, nous retournons dans ces usines, ces chantiers, ces magasins et ces bureaux pour nous souvenir de ce qu'étaient vraiment les journées de travail françaises quand la France fabriquait encore des choses. Quand les pauses café étaient sacrées, et quand vos collègues devenaient votre seconde famille. Remontons le temps. Remontons. Le réveil sonnait à 5h30 du matin. Cette cloche métallique agressive qui pouvait réveiller les morts. Il n'y avait pas de bouton snooze pour vous accorder de précieuses minutes supplémentaires. Vous étiez debout, les pieds sur le lino froid, vous aspergeant le visage d'eau glacée, parce que le chauffage central était encore un luxe pour lequel la plupart des familles économisaient. Le petit déjeuner était rapide, généralement du café noir avec des tartines beurrées, et puis vous étiez dehors dans l'obscurité. Les matins d'hiver signifiaient gratter le givre sur le pare-brise de la voiture avec vos ongles ou attendre à l'arrêt de bus dans le brouillard glacial, tapant des pieds pour rester au chaud. Les rues étaient silencieuses, sauf pour le bruit des bottes sur les pavés et le passage occasionnel d'un camion de livraison. Arriver au travail alors n'était pas optionnel. C'était la survie. Les portes de l'usine s'ouvraient à cette heure précise, et si vous n'étiez pas passé à travers elles d'ici là, vous perdiez votre salaire. Il n'y avait pas d'appel pour dire que vous seriez en retard parce que la plupart des foyers n'avaient pas de téléphone. Vous y arriviez ou pas. La sirène d'usine contrôlait votre journée, un son qui résonnait à travers des villes entières, disant à tout le monde quand les postes commençaient et finissaient. Pointer se faisait avec des cartes physiques que vous poinçonniez dans une machine, et les contremaîtres les vérifiaient soigneusement. Être même 5 minutes en retard pouvait signifier une retenue sur salaire ou une vraie réprimande. Le travail commençait immédiatement. Pas de période d'échauffement douce, pas de réunion matinale avec du café. Vous étiez sur la chaîne de production, à votre établi, ou en haut de l'échafaudage avant que le soleil ne soit vraiment levé. L'industrie française des années 70 fonctionnait sur les muscles et la sueur. La manufacture était encore l'épine dorsale de l'économie, employant des millions dans les usines, produisant tout, des voitures au textile en passant par l'électronique. Le travail était répétitif et physiquement exigeant. Les ouvriers de la chaîne de montage restaient debout pendant 8, parfois 10 heures, effectuant les mêmes mouvements des milliers de fois. Vos mains vous faisaient mal, votre dos hurlait, mais vous continuiez parce que la chaîne ne s'arrêtait jamais. Dans les chantiers navals et les aciéries, les hommes travaillaient dans des conditions qui horrifieraient les inspecteurs modernes. Le bruit était assourdissant, la chaleur était intense, et les dangers étaient constants. Les casques n'étaient pas toujours obligatoires, et les chaussures de sécurité étaient souvent votre propre responsabilité d'acheter. Vous appreniez vite, ou vous ne teniez pas longtemps. Les chantiers de construction étaient partout alors que la France se reconstruisait et s'étendait. Des tours montaient. Des autoroutes étaient taillées à travers la campagne, et de nouvelles villes prenaient forme. Les ouvriers du bâtiment travaillaient par tous les temps parce que les délais ne se souciaient pas de la pluie. Vous voyez des hommes à 15 mètres de hauteur sur des échafaudages sans harnais, posant des briques dans des vents hurlants. Le café venait de thermos qui ne gardaient jamais les choses assez chaudes. Et le déjeuner, c'était des sandwichs mangés assis sur des piles de bois ou de blocs de béton. Le travail était dangereux. Les accidents arrivaient régulièrement. Mais il y avait une certaine fierté dans le métier. Vous construisiez la France moderne de vos propres mains, créant des maisons et des infrastructures qui dureraient des générations. Chaque brique posée, chaque poutre placée était une réalisation tangible que vous pouviez voir et toucher. Le sol de l'usine avait sa propre société, ses propres règles et rythmes. Vous travailliez aux côtés des mêmes personnes chaque jour, souvent pendant des décennies, et ils devenaient plus que des collègues. C'étaient vos copains, vos confidents, les gens qui vous couvraient quand vous aviez besoin d'une pause et que vous couvririez en retour.
Il y avait un fort sentiment de camaraderie qu'on trouve difficilement dans le monde du bureau flexible d'aujourd'hui. Les délégués syndicaux étaient des figures puissantes représentant les intérêts des travailleurs avec une détermination que la direction devait respecter. L'adhésion syndicale était presque universelle dans la manufacture, et les grèves étaient une partie régulière de la vie industrielle. Votre carte syndicale signifiait protection, salaire juste, et une voix que la direction ne pouvait pas ignorer. La fraternité sur le sol de l'usine était réelle et profondément ressentie. Le bruit dans les usines était constant et écrasant. Les machines claquaient, vrombissaient et martelaient sans pause. Vous criez des conversations par-dessus le vacarme ou développiez un système sophistiqué de signaux manuels et de lecture labiale. La protection auditive n'était pas standard, et beaucoup d'ouvriers souffriraient de pertes d'audition plus tard dans la vie. L'air était souvent épais de poussière, de fumée ou de fibres. Selon ce qui était fabriqué, vous rentriez chez vous avec de la crasse sous les ongles et dans les plis de votre peau qui nécessitait un frottement sérieux pour enlever. Mais il y avait un rythme à tout cela, une sorte de musique industrielle. Vous connaissiez votre travail sur le bout des doigts, pouviez le faire presque sans penser. Et il y avait de la satisfaction à atteindre votre quota, à voir la production de la journée empilée et prête. Votre production comptait, et tout le monde savait qui tirait son poids et qui ne le faisait pas. La pause café était absolument sacrée, une institution qui tenait l'industrie française ensemble plus que n'importe quelle politique de gestion. La pause du matin venait à 10 heures. 15 précieuses minutes quand les machines s'arrêtaient et vous pouviez enfin reposer votre corps. Le café était fort, noir, et servi dans des tasses ébréchées qui avaient connu des jours meilleurs. Il venait de grandes urnes métalliques où était fait par celui qui tirait la courte paille ce jour-là. Les biscuits étaient communaux, généralement des petits beurres ou des madeleines, et vous en preniez un, peut-être deux, si vous aviez eu une matinée particulièrement rude. Le rituel était simple mais essentiel. Un moment d'humanité dans le broyage industriel. Ces 15 minutes vous rechargeaient pour les prochaines heures de labeur. La cantine ou la salle de pause était où la vie d'usine se passait vraiment. C'était là que les ragots s'échangeaient, que le football se débattait, et que les griefs s'exprimaient. Quelqu'un organisait toujours une collecte pour un collègue dont la femme venait d'avoir un bébé ou qui se mariait. Il y avait des paris sur les chevaux ou des discussions animées sur l'émission télé de la veille. Ces pauses n'étaient pas seulement pour le rafraîchissement. Elles servaient à maintenir votre santé mentale et vos connexions sociales. La pause de l'après-midi venait à 15 heures. Un autre répit de 15 minutes qui vous menait jusqu'à la fin du poste. La direction comprenait que ces pauses étaient non négociables. Essayez de les couper ou de les sauter et vous auriez une rébellion sur les bras. Les pauses café maintenaient la France au travail, une tasse à la fois. Tout le monde ne travaillait pas dans les usines, bien sûr. Le travail de bureau dans les années 70 était son propre monde particulier, encore très formel et hiérarchique. Les hommes portaient des costumes et des cravates chaque jour, même dans la chaleur étouffante de l'été, parce que c'était ce qu'on attendait. Les femmes portaient des jupes ou des robes, des bas, peu importe la température. Et des chaussures de ville sensées. Les pantalons pour les femmes dans les bureaux étaient encore controversés au début des années 70, bien qu'ils soient devenus plus acceptés à mesure que la décennie progressait. Les poules de dactylo étaient remplies de femmes aux machines à écrire manuelles, le claquement des touches créant un rythme de fond constant. Les secrétaires étaient essentiels, gérant les agendas, prenant la dictée, et gardant des départements entiers organisés. Le respect de la hiérarchie était absolu, avec des lignes claires entre les employés juniors et la direction supérieure. Il n'y avait pas d'ordinateur sur les bureaux, pas d'écran à fixer pendant des heures. L'information était gardée dans des classeurs qui s'étiraient le long de murs entiers, organisés par des employés qui savaient exactement où tout se trouvait. Le papier carbone créait des duplicatas de documents importants, laissant vos doigts tachés de bleu ou de noir. Les erreurs signifiaient recommencer ou utiliser du liquide correcteur qui ne correspondait jamais tout à fait au papier.
La communication se faisait par des notes internes qui étaient physiquement acheminées de département en département, ou par des appels téléphoniques sur de lourds téléphones bakélite avec des cadrans rotatifs. Les appels longue distance étaient chers et nécessitaient de passer par une opératrice. Le rythme était plus lent, plus délibéré, mais le travail remplissait quand même votre journée complètement. Chaque document comptait, et les erreurs étaient prises au sérieux parce que les corriger prenait du temps et des efforts réels. L'heure du déjeuner, comme beaucoup l'appelaient, était une heure complète dans la plupart des lieux de travail, et les gens la prenaient vraiment. On ne s'attendait pas à ce que vous mangiez un sandwich à votre bureau en continuant à travailler. Les cantines d'usine servaient des repas chauds, de vrais déjeuners avec viande, pommes de terre et légumes, tout pour un prix qui ne viderait pas votre portefeuille. La nourriture n'était pas raffinée, mais elle était copieuse et chaude. Les favoris incluaient le bœuf bourguignon, le pot-au-feu, les saucisses purées, et toujours une option dessert comme une crème caramel ou une tarte aux pommes. Les dames de cantine connaissaient tout le monde par son nom et se souvenaient comment vous aimiez votre café. Les fils bougeaient rapidement, les conversations coulaient facilement, et pendant une heure, vous pouviez oublier l'après-midi qui vous attendait. Certaines personnes apportaient des déjeuners emballés dans des gamelles métalliques ou du Tupperware. Des sandwichs faits ce matin-là avec les restes de la veille ou des combinaisons fiables comme jambon beurre ou pâté. Un morceau de fruit, peut-être une pomme ou une banane, arrondissait les choses. Les employés de bureau pouvaient s'aventurer dans les cafés locaux pour un repas assis ou dans les bistrots qui servaient des déjeuners simples. Leur vous donnait le temps de vraiment décompresser, de fumer une cigarette dehors si vous fumiez, et la plupart des gens le faisaient à l'époque. Vous voyez des foules d'ouvriers sortir des portes d'usine à midi, se dirigeant vers les magasins voisins, ou simplement prenant de l'air frais et du soleil si le temps le permettait. Cette heure complète rendait le poste de l'après-midi supportable. La santé et la sécurité telles que nous les connaissons aujourd'hui existaient à peine dans les lieux de travail des années 70. Oui, il y avait quelques réglementations, mais l'application était inégale et la culture était très axée sur continuer coûte que coûte. Les accidents étaient troublement communs dans les usines. Les machines avaient un blindage minimal, et il n'était pas inhabituel pour quelqu'un de perdre des doigts ou pire. L'exposition aux produits chimiques se produisait constamment, avec des travailleurs manipulant des substances qui nécessiteraient un équipement de protection complet aujourd'hui tout en ne portant rien de plus que leurs vêtements ordinaires. Les déversements étaient essuyés avec des chiffons, les fumées étaient respirées sans masque, et les brûlures de matériaux chauds étaient traitées avec un peu d'eau froide et retour au travail. L'attitude était que les blessures faisaient simplement partie du travail, un risque accepté plutôt que quelque chose à prévenir. L'amiante était partout, utilisé dans la construction, dans l'isolation, dans d'innombrables produits, et personne ne savait ou personne ne se souciait des dangers. Les hommes respiraient ces fibres mortelles quotidiennement, avec des conséquences qui n'émergeraient que des décennies plus tard. Les chantiers de construction étaient particulièrement dangereux, avec des chutes de hauteur, des électrocutions, et des chutes de matériaux bien trop fréquentes. Si vous étiez blessé, vous pouviez obtenir des premiers soins de base d'un collègue, et à moins que ce ne soit sérieux, on s'attendait à ce que vous continuiez. Prendre du temps libre pouvait signifier perdre un salaire que vous ne pouviez pas vous permettre de perdre. L'attitude était dure, peut-être trop dure, mais elle reflétait une époque où les droits des travailleurs évoluaient encore et où l'équilibre du pouvoir favorisait les employeurs. En regardant en arrière maintenant, c'est miraculeux que plus de gens n'aient pas été blessés. Les années 70 étaient la décennie de l'action industrielle, quand les travailleurs français ont flexé leurs muscles collectifs comme jamais auparavant. Les grèves étaient fréquentes, parfois des actions sauvages organisées au niveau de l'atelier, parfois des conflits nationaux qui paralysaient des industries entières. Les mineurs ont fait grève, les sidérurgistes ont fait grève, les éboueurs ont fait grève, même les fossoyeurs ont fait grève. Ce n'était pas une question de militantisme pour lui-même. C'était une question de lutte pour des salaires justes pendant une période d'inflation galopante quand votre fiche de paie valait moins chaque semaine. Les travailleurs regardaient les prix grimper tandis que leur salaire stagnait,
et ils n'allaient pas l'accepter tranquillement. Les salles syndicales étaient pleines de réunions. Les votes se faisaient à main levée, et quand la décision était la grève, vous sortiez avec vos camarades. Les lignes de piquetage se formaient devant les portes d'usines, hommes et femmes debout ensemble par tous les temps avec des pancartes faites maison et des thermos de café. Il y avait des chants, des slogans, et une détermination que la direction devrait écouter. Certaines grèves duraient des jours, d'autres des semaines ou des mois, et les familles se débrouillaient avec l'allocation de grève des fonds syndicaux qui n'était jamais tout à fait suffisante. Les communautés se ralliaient autour des grévistes. Les magasins locaux donnaient du crédit. Les voisins partageaient ce qu'ils avaient. Les grèves des années 70 divisaient fortement les opinions. Certains les voyaient comme la France se prenant elle-même en otage, d'autres comme des travailleurs exigeant enfin dignité et traitement équitable. Quelle que soit votre opinion, elles étaient une caractéristique déterminante de la vie professionnelle de la décennie, montrant que les travailleurs ordinaires avaient du pouvoir quand ils se tenaient ensemble. La solidarité n'était pas qu'un mot. C'était une réalité vécue. Quand la sirène sonnait ou que la cloche sonnait à 17 h, il y avait une expiration collective à travers le lieu de travail. Les outils étaient déposés immédiatement, les machines étaient éteintes, et tout le monde se dirigeait vers les sorties. La ruée pour pointer était réelle parce que rester même quelques minutes supplémentaires signifiait généralement pas de salaire d'heure supplémentaire. Vous voyez des centaines de travailleurs sortir des portes d'usines simultanément, une rivière de gens fatigués rentrant chez eux. Les mains étaient sales, les vêtements étaient tachés, et les corps faisaient mal après 8 ou 9 heures de travail physique dur. Le soulagement de finir était palpable, un poids se soulevant des épaules fatiguées. Un autre jour terminé, des salaires gagnés, et la soirée s'étirait devant avec la promesse de repos et un peu de temps personnel avant que tout recommence demain. Le voyage de retour était souvent aussi long que le trajet du matin. Les bus étaient bondés, debout seulement. Tout le monde se balançant ensemble alors que le véhicule tanguait à travers les rues encombrées de circulation. Si vous conduisiez, vous vous asseyiez dans des files d'autres travailleurs épuisés, tous désespérés de rentrer chez eux. Quand vous passiez enfin votre porte d'entrée, la première chose était souvent de se nettoyer, de frotter la crasse de la journée dans un bain qui deviendrait gris de saleté. Le dîner vous attendrait, préparé par des épouses qui avaient aussi travaillé dur toute la journée, soit dans leurs propres emplois, soit en gérant des foyers sans commodité moderne. La soirée était pour la récupération, pour mettre les pieds en l'air, regarder la télé, peut-être visiter le café pour une bière, puis le lit, prêt à tout refaire demain. Le cycle ne s'arrêtait jamais. Semaine après semaine, année après année, jusqu'à ce que la retraite arrive enfin. La journée de travail française des années 70 était définie par l'endurance physique, une communauté forte, et des routines simples qui semblent presque inimaginables maintenant. Nous avons gagné tant en termes de sécurité, de confort et de flexibilité. Mais peut-être avons-nous perdu quelque chose aussi. Ce sentiment de solidarité parmi les travailleurs, cette frontière claire entre le temps de travail et le temps personnel, et cette fierté de faire des choses tangibles avec vos mains. Le lieu de travail des années 70 était plus dur, plus difficile et plus exigeant, mais il construisait la résilience et le caractère d'une manière que la vie professionnelle moderne ne fait peut-être pas. Que vous travailliez dans une usine, sur un chantier, dans un magasin ou dans un bureau, vous faisiez partie de quelque chose de plus grand que vous-même, contribuant à l'économie et à l'identité française par un travail honnête et dur. Pour toujours.